Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous later. Mais comment on peut faire pour que les gens s'intéressent à la franc-maçonnerie? C'est certainement la question que se sont posées les représentants des 4 loges légendaires qui sont censées s'être réunis dans l'auberge Loi et le Grill le 24 juin 1717. Oui, j'ai dit légendaire, oui. Parce que tu doutes bien qu'il y a un lièvre. Tous les historiens et les historiennes ne sont pas d'accord sur la date, ni même sur les éloges d'ailleurs. Je te mets des liens dans la description pour que tu te fasses ton propre avis. Mais si les lapins sont capables de se faire appeler de Garenne pour avoir l'air noble, aujourd'hui nous allons jeter un œil à la fabrication des légendes maçonniques. Parce qu'il faut être super clair, la franc-maçonnerie, c'est basé sur des légendes. C'est le travail de l'historien que de détricoter la réalité de la légende. Ou alors, quand c'est pas possible, de dire on sait pas trop, mais je prépare un article sur le sujet et tu verras, tu auras toutes les réponses dedans. Oui, bon, c'est un peu ridicule, mais tout le monde fait ça. C'est pour pas se faire piquer le sujet, alors qu'en fait, tout le monde s'en... C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube là? Hervé H. Lecoq. Oh, c'est pénible à chaque fois. Faut taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner, la cloche, toute. Comme ça, moi j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo, tous les dimanches matin à 9 h. Et puis tu sais quoi, je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme depuis la vidéo. Comme ça, au moins, c'est réglé. Elle arrêtera de me demander le lien. Hé hé. Il serait bien trop rapide de dire que les légendes maçonniques ont commencé avec les constitutions d'Anderson. Alors, les constitutions d'Anderson, c'est une sorte de règlement intérieur de la franc-maçonnerie londonienne au début du XVIIIe siècle. Car cette habitude, elle a commencé bien avant, dans la tradition médiévale, des guildes et compagnies opératives avec ce qu'on appelait les Mystery Plays. T'inquiète, je ferai une vidéo là-dessus prochainement et tu auras toutes les réponses. Ainsi qu'emparaît dans le journal The Postboy de février 1723 l'annonce de la parution des constitutions, voici ce qu'il est dit. Les constitutions des francs-maçons, contenant l'histoire, les devoirs, les règlements, etc., de cette très ancienne et très vénérable fraternité à l'usage des loges. Dédiée à sa grâce, le duc de Montagu, le dernier grand maître, par ordre de sa grâce, le duc de Wharton, le grand maître actuel. Autorisé par la Grande Loge des maîtres et surveillants lors de la communication trimestrielle. Ordonné d'être publié et recommandé aux frères par le grand maître et son adjoint, imprimé en l'an de la maçonnerie 5723 de notre Seigneur 1723. Vendu par J. Senex et J. Hook, tous deux en face de l'église de Hesdenson dans Fleet Street. Big news! On t'explique enfin l'histoire, les devoirs et les règlements de cette très ancienne et très vénérable fraternité. Et oui, 1723, une révolution. Certes, très ancienne et très vénérable fraternité que tu ne connaissais absolument pas avant qu'on te dise qu'elle est très ancienne et très vénérable. La plus ancienne, on t'a dit. C'est pas rien. Je rappelle pour mémoire, il y avait une centaine de clubs à travers le Royaume-Uni, surtout à Londres, particulièrement à Londres dans les années 1720. Donc dire qu'on est la plus ancienne, ça s'appelle un argument commercial. Il y avait une compétition en fait dans le recrutement dans les clubs. Alors là, maintenant qu'on sait que c'est la plus ancienne et qu'elle est toujours là, forcément c'est que ça doit être bien, ça doit être quelque chose. Mais qu'est-ce qui pourrait donner envie de rejoindre cette fraternité en plus de ça? Ah, dédié à sa grâce, le duc de Montagu, le dernier grand maître, par ordre de sa grâce, le duc de Wharton, le grand maître actuel. Donc là, t'apprends qu'il y a eu 2 ducs du royaume à la tête de ce club. Eh, c'est pas rien de ducs. Ça commence à devenir sérieux. Autorisé par la grande loge des maîtres et surveillants lors de la communication trimestrielle. Ah ouf, c'est vraiment super sérieux parce que ça a été autorisé par une grande loge des maîtres et des surveillants. Bon, c'est pas ce que c'est vraiment, mais ça doit être sérieux. Ordonné d'être publié et recommandé aux frères par le grand maître et son adjoint. Alors là, si le duc et son adjoint le recommandent, 5 shillings, on y va quoi. Imprimé en l'an de la maçonnerie 5723 de notre Seigneur 1723. Quoi? Mais on est en 1723, l'année de notre Seigneur, c'est 1723. Et eux, ils disent l'an de la maçonnerie
5723. Donc ils ont 5700 ans d'histoire. Waouh! Ah, franchement, ça vaut le coup de se renseigner, hein. Moi, j'ai bien envie de faire partie d'un club qui a 5700 ans d'histoire. Dis-moi, t'as bien compris qu'en fait, tout ça, c'était du flan. Et qu'on peut faire remonter uniquement la franc-maçonnerie telle qu'elle existe au maximum à la fin du XVIIe siècle. Et encore, le rythme du mot du maçon, les spécificités, c'est pas vraiment la franc-maçonnerie qu'on connaît actuellement et pas du tout même. Ce truc de rajouter 4000 ans aux dates maçonniques, ça vient d'un pasteur irlandais, James Ussher. Non, je ne chanterai pas une chanson d'Usher. James Ussher, au XVIe siècle, qui avait fait un gros calcul bien à lui pour déterminer l'origine de la création du monde. Et il avait calculé ça en partant d'un texte biblique hébreu qu'on appelle le texte massorétique. Maso. Non. Pour lui, le monde avait été créé 4004 ans avant Jésus-Christ. Ce qui fait qu'Anderson, en faisant remonter la franc-maçonnerie à 4000 ans avant Jésus-Christ, introduisit le fait qu'Adam et Ève et ses successeurs auraient mis 4 ans avant d'inventer l'art de bâtir. Ils n'étaient pas vraiment pressés de se protéger de la pluie. Hein. Comprenez bien, c'est de la légende. Ça ne repose sur rien, enfin, si, ça repose sur quelque chose. Parce que l'idée de faire remonter la maçonnerie à la création avec un grand C, ça ne lui est pas venu de nulle part au pasteur Anderson. Il a bien lu ça quelque part. Les Old Charges, les anciens devoirs. Faut avouer que le travail lui avait été mâché par des compagnies de tailleurs de pierre du monde anglo-saxon. Chaque année, à la fête de leur saint patron, ces compagnies avaient l'habitude de lire les règlements de leur corps de métier. Tant qu'à faire, tout le monde est réuni, personne ne peut s'enfuir, autant leur faire la lecture des règles pénibles. Dans ces règles, il y avait des histoires légendaires. Je rappelle qu'à l'époque, histoire, légende, mythologie, la barrière entre les trois était un peu floue. Dans le plus ancien qui nous soit resté de ces Old Charges, ces anciens devoirs, le manuscrit Halliwell dit Regius de 1390, l'art de bâtir remonterait à Euclide. Waouh, rien que ça. C'est ainsi que le clerc Euclide a inventé cet art de la géométrie sur les bords du Nil. Il l'enseigna dans toute l'Égypte et en divers pays de tous côtés. De nombreuses années passèrent avant que le métier arrive dans notre pays. Il arriva en Angleterre au temps du bon roi Athelstan. Et là, tu comprends d'où vient tout le délire de l'Égypte comme source de l'art de bâtir et pourquoi il y a eu autant de rites dits égyptiens aussi à la grande époque de l'Égyptomanie et à la napoléonienne. Même si c'est un énorme raccourci, je sais. On voit ensuite que selon ce poème médiéval, ce savoir traverse les siècles et arrive à se retrouver dans les mains d'un roi Athelstan. C'est toujours pas comment on dit. Il fit construire des châteaux et des demeures et des temples majestueux pour son plaisir de jour comme de nuit, et pour honorer son Dieu de toutes ses forces. Ce bon Seigneur aimait notre métier, et il entreprit de consolider divers points qu'il trouvait faibles. Si tu as regardé la série Vikings, tu as une vision un peu différente d'Athelstan. Mais un livre comme une série, ce sont des personnages. Et avec ce roi, tu comprends surtout comment on justifie d'avoir un duc comme grand maître à sa tête. L'art royal, ça vient en partie de ça. Du principe que l'art de bâtir était un art réservé à l'origine au roi. Il fit convoquer dans tout le royaume quiconque était maçon, pour qu'il vienne corriger les défauts au moyen de bons conseils, s'il le pouvait. Il put alors réunir une assemblée comprenant divers seigneurs, ducs, comtes, barons, chevaliers et écuyers, et bien d'autres, ainsi que les grands bourgeois de la ville. Tous étaient là, chacun à son rang, et ils siégèrent sans désemparer pour donner un statut aux maçons. Chacun, avec sa connaissance, chercha comment il pourrait définir le métier, et leurs recherches produisirent 15 articles et 15 points. Hey, c'est super pratique! On va te donner des règles à suivre, mais comme elles viennent de la noblesse et des bourgeois, t'es obligé de les suivre, petit père. Parce que les gens plus intelligents que toi ont décidé de comment te comporter. Tu dois le faire. C'est le contrat social à la sauce médiévale. Dans un autre texte de la même période, on y va encore plus fort. Ainsi, dans le MS Cook de 1410, il est marqué que c'est Dieu qui a donné à l'homme la compréhension et la connaissance de diverses sciences et arts pour lui permettre de travailler afin d'arriver, en gagnant sa vie, à réaliser différentes choses qui plaisent à Dieu et lui procurent bien et confort.
Le texte continue et dit qu'en fait Dieu nous a surtout donné les arts libéraux, mais que le plus grand cadeau, c'est la géométrie. Forcément, les tailleurs de pierre, il fallait qu'ils connaissent la géométrie pour faire des pierres similaires et des bâtiments qui tiennent à peu près droit. En fait, dans ces textes, on invente surtout une histoire pour justifier que ce qu'on fait sert le but de servir Dieu. Oui, car je vous le rappelle, au XIVe, XVe, XVIe, XVIIe et même au XVIIIe siècle, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour servir Dieu, le rendre content et ainsi obtenir l'accès au paradis perdu pour le jour du jugement dernier. Je rappelle pour vous rendre fou que dans l'Apocalypse de Jean, de mémoire, le jugement dernier, c'est le jour où seront jugés les vivants et les morts. Donc, comme tu peux être jugé de ton vivant, tu as tout intérêt à toujours te comporter correctement et pas d'attendre 10 heures avant ta mort pour te confesser. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Vous l'avez ainsi compris, en inventant des histoires légendaires sur Salomon, Hiram et tous les personnages bibliques, la franc-maçonnerie n'a rien inventé, mais a simplement continué une tradition qui permet de transmettre la tradition justement tout en réfléchissant par des allégories. Dans une prochaine vidéo, on parlera d'ailleurs de pourquoi la franc-maçonnerie a une structure théâtrale dans ses cérémonies. Et même peut-être que je te réserve une surprise parce que cette vidéo c'est la première sur le sujet, et dans la deuxième, on va faire un truc très fort. Ça vous a jamais frustré de ne pas savoir comment James Anderson a construit ses constitutions, comment il les a écrits? Moi, je connais un auteur qui a eu l'idée de faire une pièce de théâtre sur la fondation de la franc-maçonnerie. Il s'agit d'Étienne Herman avec son livre 1717, Nous tenons loge ce soir, le chapelain de la loge Saint-Paul. On va peut-être tenter un truc, tu vas voir. Mais dis donc, j'ai pas encore parlé de l'apprenti perdu. Oh, je commence à rouiller, dis donc. Ça, c'est parce que je suis sûr que tu l'as déjà acheté. Si c'est pas le cas, fais-le maintenant. Merci!